Bé, primer de tot, jo voldria agrair l'invitació de tornar, finalment, crec que és la tercera vegada en la meva carrera que vinc a parlar aquí al curset. I primer de tot, jo voldria demanar disculpes perquè la intervenció la faré en francès, perquè bé, no he tingut el temps necessari per plantejar-ho en català i revisar-lo com cal, ja que no és la llengua d'ús habitual en les meves pràctiques. Potser unes paraules per introduir el que us vaig a presentar, per explicar-me un poc, perquè us pot facilitar la comprensió. Quan el Jordi, Rogent i el Didac em van demanar, és una comanda de parlar de Viollet-le-Duc i Rogent, no m'havia adonat que seria una cosa tan difícil. De fet, els contactes directes o els paral·lels estrets entre els dos no existeixen. I doncs, finalment, em vaig realment, ràpidament, donar compte que no es pot integrar el treball de restauració de Rogent a Ripoll, perquè finalment és l'únic treball de restauració en el sentit propi de la paraula que efectua Rogent, no es pot finalment introduir en el mateix marc que tota l'acció i tota la teorització de Viollet-le-Duc. Per tant, hi ha una correspondència cronològica. Sem en aquest segle XIX que s'inventa la restauració. I jo crec que no es pot reduir el concepte de restauració del segle XIX a la famosa definició que el Violet dona al diccionari. Hi ha altres veus, hi ha altres paraules, hi ha un debat, i aquest debat existeix. I em sembla que té la seva cronologia i que pot ser interessant de replaçar finalment tot aquest percurs i explicant potser els punts de contactes que Rogent ha pogut tenir amb França, amb les publicacions o les coneixences de cultura o de teoria de l'arquitectura i veure com podem finalment classificar l'intervenció que fa a Ripoll en el conjunt d'aquesta història de la restauració. Bé, doncs encara una vegada demano disculpes per parlar en francès, però heu sentit un poc el sentit de la meva intervenció. Si Eugène Viollet-le-Duc est considéré comme le principal restaurateur de monuments en France au XIXe siècle, la figure d'Elias Rogent vient assez facilement en rapport en Catalogne en raison de sa restauration du monastère de Ripoll, réalisée de 1888 à 1893. En quoi les deux œuvres de ces architectes peuvent-elles être rapprochées? Au-delà d'une mise en relation d'ordre générique, il convient sans doute de reprendre la formulation des principales idées et des débats sur ce sujet et chercher à comprendre comment ceux-ci ont été formateurs pour la seconde moitié du XIXe siècle. Si Viollet-le-Duc a participé de nombreuses fois au débat de son temps sur l'architecture et sur la restauration des édifices, en particulier dès 1843, avec le mémoire imprimé qui argumente le projet de restauration de Notre-Dame de Paris, c'est certainement avec son dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle qu'il a connu une influence considérable en Europe et également aux États-Unis. Paru de 1854 à 1868, c'est une publication qui s'étale sur plus de 10 ans, cet ouvrage en 10 volumes a été rapidement vu comme un ouvrage de référence et deux articles très importants, l'article « Construction » et l'article « Restauration », ont été traduits en anglais dès 1875 et ont certainement permis une influence encore plus grande de ces idées, même si, à cette époque, la langue française permettait déjà une diffusion européenne, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Elias Rogent naît en 1821
est de 7 ans plus jeune que Violet et a effectué ses études d'architecture de 1840 à 1851 à Barcelone et à Madrid, c'est-à-dire antérieurement à la rédaction du dictionnaire, mais dans une époque où cependant un débat était bel et bien présent. C'est pourquoi je voudrais reprendre, pour introduire un commentaire sur les rapports entre Rogent et Viollet-le-Duc, les principales étapes du débat sur la restauration des édifices qui se met en place durant ces années. La situation de départ est bien entendu assez parallèle en Catalogne, en Espagne et en France. C'est la prééminence complète de l'idéal classique, épuré et théorisé par le néoclassicisme, au moins jusqu'à la fin des années 1820. Il y a d'un côté un savoir très exigeant et exclusif pour la formation des architectes, et d'autre part, une ignorance complète ou affichée des autres références, surtout médiévales, que certains, en France en tout cas, continuent de déclarer barbares au début des années 1830. Dans le processus de formation des architectes, en tout cas pour l'élite française, il est apparu depuis les années 1780 un exercice de haut niveau, celui que l'on appelle restauration. Il s'agit, à propos d'un monument antique ruiné, dûment relevé et étudié, d'en proposer la restauration graphique, c'est-à-dire la reconstitution sur le papier de l'aspect originel, avec tout le luxe de détails que permet la culture théorique, en particulier d'après Vitruve, ainsi que d'après l'archéologie naissante et l'observation. Pour les meilleurs élèves français, ceux qui ont obtenu le prix de Rome et qui séjournent dans la ville de Rome quelques années aux frais du gouvernement, cet exercice est demandé en fin de parcours et est bien entendu envoyé à Paris, où il est exposé publiquement et jugé par l'Académie des Beaux-Arts. Ce projet de papier a pu devenir, cependant, dans des conditions bien particulières, un véritable projet. C'est pendant l'éphémère annexion de Rome à la France, de 1809 à 1814, que se sont matérialisés les premiers projets de restauration de monuments antiques, pour servir les volontés d'embellissement de l'Empire napoléonien, l'Arc de Titus, ou bien encore le temple dit de Vesta, et d'autres, projets qui sont bien évidemment en résonance totale avec le néoclassicisme et qui d'ailleurs seront menés à bien par le gouvernement pontifical après le départ des Français. À la chute de l'Empire, on peut dire que le néoclassicisme s'effondre lui aussi. Bon, c'est un peu rapide, car le style ne meurt pas. D'ailleurs, on en a eu des exemples ce matin. Mais c'est évident, il perd son exclusivité. Par un retournement assez spectaculaire, les identités des nations, que le bouleversement de l'Europe voit naître ou s'affirmer, vont s'exprimer avant tout selon des valeurs historiques, lesquelles ont pour témoins et pour marqueurs les monuments anciens, souvent médiévaux, qui marquent les territoires. À bien des égards, ce sont les soubresauts politiques et institutionnels qui ont placé les monuments du passé comme porteurs de ces identités, comme nouveaux porteurs de ces identités. En France, tout particulièrement, la suppression et la vente des monastères à partir de 1790 a, en quelques années, créé un nouveau paysage, et c'est dans la lecture de celui-ci que le souci et le soin des monuments voient le jour en 1830. En Catalogne, les désamortisations de 1836 ont joué un certain rôle et Elias Rogent lui-même a raconté ses émotions et ses sentiments à la découverte du monastère de Poblet ruiné et pillé en 1841, découverte qui a contribué à sa formation sensible. Évidemment, là, la photo ne date pas de 1841. Quant à Viollet-le-Duc, n'oublions pas qu'il fut autodidacte et que sa formation sensible à lui, ce sont les voyages qu'il fait en 1831 et en 1833, à 17 et 19 ans,
à travers la France où il y a ces ruines d'églises et de monastères que l'on achevait de démolir, pour citer la formule de Chateaubriand. C'est sur le terrain que le jeune homme entre en contact avec l'architecture, et celle-ci, bien sûr, n'est pas néoclassique, mais médiévale, romane et gothique. Cette prise de conscience entraîne chez lui un choix radical, celui de refuser l'enseignement de l'école des beaux-arts. Pari très ambitieux, en tout cas risqué pour la suite de sa carrière. Mais donc Viollet-le-Duc ne concourra jamais pour le prix de Rome. À partir de 1830, en France, donc, il y a une politique publique des monuments historiques, et ce que les architectes que la Commission des monuments historiques, créée en 1837, envoient à travers la France, ce qu'ils ont à traiter, c'est ce paysage immense d'édifices en mauvais état, certains en ruine, et ceux qui sont restés des lieux de culte, privés pour la plupart d'entretien depuis 30 ou 40 ans. Restaurer est à l'ordre du jour. Mais qu'est-ce que restaurer ? Restaurer, c'est à cette époque rendre aux édifices religieux un état de conservation assuré et une intégrité et une fonctionnalité en tant que lieu de culte. Les problèmes posés sont multiples. Il peut s'agir de sauver un édifice qui s'effondre, comme à Vézelay. Vézelay, c'est le baptême du feu pour le jeune Viollet-le-Duc en 1840-41. Mais cela peut aller aussi jusqu'à compléter un édifice inachevé. Un des dossiers auxquels la Commission s'attache dès 1837, c'est la construction, par exemple, de la façade de l'église Saint-Ouen de Rouen, une église du XVe siècle dont la façade sera élevée de 1845 à 1852. Y a-t-il, dès cette époque, un contenu normatif à cette notion de restauration ? Le nom, je pense, est fixé d'après le vocabulaire scolaire de l'Académie de France à Rome. Il désigne l'exercice bien précis dont j'ai déjà parlé. Plus loin, si l'on remonte au XVIe siècle, ce mot ne s'applique pas à l'architecture, mais à l'intervention demandée à des sculpteurs pour compléter les statues antiques trouvées dans le sol et que les nobles ou les prélats de Rome ou de Florence ont l'ambition de collectionner. Restaurer, c'est donc restituer à une œuvre un état supposé d'origine pour lui permettre de délivrer son message artistique. Si le néoclassicisme a pu s'emparer de l'exercice pour le transférer en architecture, c'est d'une part parce que la création contemporaine ne peut être valable que si elle s'appuie sur les règles classiques, et que donc, qu'il s'agisse de création ou de restauration, le propos est comparable. D'autre part, il faut bien penser que le développement de la connaissance et de l'archéologie sur les monuments antiques a aussi renforcé le rôle des vestiges de l'Antiquité comme source. Ce ne sont plus seulement des témoins historiques, mais des œuvres ayant une capacité d'enseignement, pour autant que les architectes sachent les étudier, les comprendre et les ressusciter sur le papier, voire les remettre physiquement dans leur état d'origine, comme on l'a fait pour la première fois, je pense, en Europe, à l'Arc de Titus, entre 1818 et 1821. Cette vision, cependant, est en quelque sorte propre au néoclassicisme, parce qu'elle suppose une sorte de continuité entre le passé et le présent, une culture établie sur les mêmes bases. Ce n'est pas le cas du chantier des nouvelles restaurations, du traitement de tous ces édifices que la Révolution ou les guerres qui ont suivi ou les bouleversements politiques, comme en Espagne, ont laissé en piteux état. Reposons la même question. Qu'est-ce alors que la restauration ? Je n'ai pas beaucoup d'éléments pour connaître si ce débat a réellement eu lieu de manière substantielle en Catalogne ou en Espagne, et où semble-t-il où il n'y a pas l'action très centralisée dans laquelle la France s'engage en 1830. Toutefois, si l'on juge aussi que les débats et les publications parisiennes ou plus généralement européennes pouvaient avoir un écho jusqu'à Barcelone ou à Madrid,
il pourrait être intéressant d'en rappeler les termes. Je crois en particulier qu'il ne faut pas sous-estimer l'esprit assez pragmatique qui s'impose en raison de la diversité des problèmes et des types d'édifices. Il est nécessaire de rendre aux édifices leur fonctionnalité, leur dignité, et ce qui qualifie une restauration, c'est finalement l'appréciation fine de son caractère stylistique et la capacité de l'architecte à s'y intégrer. N'oublions pas qu'à cette époque, il n'existe pratiquement pas de culture architecturale appliquée au Moyen Âge. Cette culture ne se construit que très progressivement durant la première moitié du XIXe siècle, et nous trouverons d'ailleurs en Eugène Viollet-le-Duc un de ses très importants protagonistes, comme on en parlera un peu plus tard. Mais regardons par exemple la critique qu'exprime Prosper Mérimée en 1842 à propos de la restauration de Vézelay par Viollet-le-Duc. Alors qu'il s'agit d'une opération de grande importance, qui a nécessité la démolition et la reconstruction d'une partie des voûtes et des arcs-boutants de l'église qui étaient déformés et proches de la rupture, la critique de Mérimée est l'inspecteur général des monuments historiques, et c'est lui qui a confié les travaux de Vézelay au jeune architecte Viollet-le-Duc qui n'avait encore jamais rien construit. Donc sa critique concerne le rétablissement tout autour de l'édifice d'une corniche décorative dont l'architecte aurait trouvé des fragments. Pour lui, cela est inutile et pas nécessairement juste. Lorsqu'il reste quelque chose de certain, je cite, « Rien de mieux que réparer, voire même de refaire. Mais lorsqu'il s'agit de supposer, de suppléer, de recréer, je crois que c'est non seulement du temps perdu, mais qu'on risque de se fourvoyer et de fourvoyer les autres. » 1842. Plus tard, 1844, il exprime encore, le même Mérimée, « Par restauration, nous entendons la conservation de ce qui existe, la reproduction de ce qui a manifestement existé. » On voit là donc, dès le début de la période, une position plutôt sur la réserve, notamment en matière d'ornement, alors que les interventions structurelles lourdes, elles, si elles sont nécessaires, sont évidemment bienvenues. À Vézelay, d'ailleurs, on notera que la Commission des monuments historiques approuve le retour aux formes romanes des voûtes des travées orientales de la nef pour rétablir l'ordonnance d'ensemble de la nef, forme qui avait manifestement existé, on peut le dire, mais dont le rétablissement entraîne la disparition, la démolition de voûtes du XIVe siècle. Ce pragmatisme et cette relative prudence se retrouvent dans le mémoire imprimé qui accompagne le projet de restauration de Notre-Dame de Paris, rédigé par les deux architectes lauréats du concours, Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. En 1839, Adolphe Dideron publie dans les Annales archéologiques un article traitant de la restauration, où il aura une formule qui aura une longue carrière, très longue carrière, et qui, aussi curieux que cela puisse paraître, inspire encore de loin les textes normatifs contemporains sur la restauration. En fait de monuments historiques, de monuments anciens, dit-il, il vaut mieux consolider que réparer, il vaut mieux réparer que restaurer, il vaut mieux restaurer que refaire, et il vaut mieux refaire qu'embellir. En aucun cas, il ne faut détruire. En 1849, paraît en Angleterre le livre de John Ruskin, Les 7 lampes de l'architecture, dans lequel on trouve un vigoureux passage contre les restaurations, quelles qu'elles soient. Il vaut mieux consolider que réparer, mieux réparer que restaurer, etc., etc. Quant à Ruskin, ne parlons pas de restauration, la chose est un mensonge. Elias Rodgent a-t-il pu un jour connaître l'une ou l'autre de ces publications? Je n'en ai pas trouvé trace, mais pour aller un peu plus loin que le simple commentaire que je voudrais faire ici, il faudrait faire des recherches plus approfondies sur la diffusion des idées et des publications sur l'art et l'architecture entre Paris, Barcelone, Madrid et même Londres ou Milan
à cette époque, avant 1850 en tout cas, avant 1850. En revanche, il est bien connu que les sympathies culturelles de Rogent n'allaient pas vers la France, mais vers le monde germanique. Mais tout de même, le premier voyage qu'il réalise en 1855 le mène d'abord à Paris pour l'exposition universelle. Dans les notes qu'il a laissées de ses visites parisiennes, enfin celles que j'ai lues dans les publications, on peut constater que son goût ne le porte pas spontanément vers l'architecture médiévale. C'est le moins que l'on puisse dire. Au contraire, et c'est sans doute la marque d'un apprentissage scolaire de l'architecture très marqué par le néoclassicisme, les églises dont il donne des commentaires, les églises parisiennes dont il donne des commentaires, sont très majoritairement d'imposants monuments néoclassiques, le Panthéon, la Madeleine, ou des réalisations très liées à ce style, 4 églises contemporaines qui sont purement néoclassiques à Paris. Il est cependant intéressant de remarquer qu'il visite aussi Saint-Gervais-Saint-Protais, église de style gothique flamboyant, et Saint-Germain-l'Auxerrois et Saint-Germain-des-Prés. Dans 2 cas sur 3, il parle de la restauration de ces édifices, visiblement dans le sens de la réhabilitation fonctionnelle comme édifice du culte, en associant cette restauration à la réalisation de la décoration intérieure, peinture ou polychromie. Il vise spécialement le décor notamment de la chapelle d'Axe de Saint-Gervais. Il a une appréciation très élogieuse du décor de Saint-Germain-des-Prés, confié à Flandrin, que nous considérons d'ailleurs aujourd'hui bel et bien comme un chef-d'œuvre. Il vient d'ailleurs d'être restauré. J'invite ceux qui vont en voyage à Paris d'aller visiter Saint-Germain-des-Prés. C'est absolument magnifique. Le plus surprenant peut-être de ces notes de voyage à Paris en 1855 est qu'il ne dit pas un mot de Notre-Dame, dont le chantier de restauration était en cours depuis déjà 10 ans et qui aurait pu susciter sa curiosité. Il est vrai que ni la rose du transept ni la flèche n'avaient encore été traitées, mais la nouvelle sacristie, là vous avez une image de Notre-Dame à peu près comme Rogent l'a vue, s'il l'a vue, en 1855. Et la nouvelle sacristie, chef-d'œuvre néogothique, était déjà achevée. On peut certainement mesurer à ce silence une certaine indifférence pour l'art médiéval ou pour son emploi comme référence pour la création contemporaine. Le néogothique lui apparaissait-il comme trop français ? Le premier projet de restauration de Ripoll par Elias Rogent date de 1865. La commande lui en ayant été faite en 1863 par l'Académie des Beaux-Arts de Barcelone et divers séjours sur place pour des relevés et des recherches ayant eu lieu en 1864. À cette date, Viollet-le-Duc n'a pas encore publié le volume du dictionnaire raisonné où figure l'article « Restauration ». Ce volume paraît vers 1866. Volume qui, évidemment, va donner cette définition si connue, mais que je vais quand même répéter, qui s'éloigne, bien entendu, de tout ce que j'ai rappelé un peu plus haut des positions d'un Mérimée ou d'un Diderot. Restaurer un édifice, ça n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, mais le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Et il est bien évident que la rédaction du dictionnaire raisonné n'invente pas un nouveau type de restauration. C'est une rédaction rétrospective, en même temps qu'une réflexion de la part de l'architecte, qui est aussi un écrivain et un théoricien, et qui s'appuie sur son expérience propre et sur celle de ses contemporains. À cette date, 1865-66, Viollet restaure les monuments français depuis 25 ans. Et cette même année d'ailleurs, ou à peu près 1864, il est d'ailleurs nommé membre honoraire de l'Académie de San Fernando de Madrid, ce qui ne peut que signifier une certaine diffusion de ses idées ou de ses travaux au sein des élites artistiques de la péninsule.
En 1865, Elias Rogent, lui, n'a restauré aucun monument. Mais il entreprend ce projet dans un contexte culturel qui a sensiblement évolué depuis les années 1840. La Renaissance catalane se manifeste peu à peu. Les désirs et les objectifs de la restauration de Ripoll ont une signification historique. Ripoll est un monument témoin des origines de la dynastie catalane, dont la ruine est en quelque sorte considérée comme inacceptable. D'ailleurs, si l'on suit les recherches publiées, je fais référence au gros livre de Concepcio Pech et Anthony Llagoster, que j'ai manipulé ces jours derniers. Et d'ailleurs, si on suit ces publications, l'intérêt pour Ripoll s'est manifesté dès l'époque de sa destruction, et tout au long du XIXe siècle, on voit toute une suite de tentatives pour conserver ce qui doit l'être, avec plus ou moins de succès, jusqu'à l'entreprise des années 1888-93. Rogent applique donc à son projet, la basilique de Ripoll, les principes assez simples d'une restauration conçue comme un retour à l'état d'origine. Cette conception, si l'on veut, c'est celle du néoclassicisme, celle de l'arc de Titus, mais appliquée à un monument du Moyen-Âge. Ce n'est pas la vision prudente ou pragmatique d'un Mérimée ou d'un Diderot, mais celle que Viollet-le-Duc théorisera, ou a déjà théorisée, dans son texte demeuré célèbre. Il faut être bien conscient que la restauration, telle que formulée par Viollet, est assise sur une certaine forme d'archéologie, l'étude du monument, et aussi sur une capacité à retrouver, c'est le rêve de Viollet-le-Duc, une capacité à retrouver ce que pouvaient être les choix des constructeurs primitifs en retrouvant leur raisonnement, leurs objectifs et leur façon de faire. Cette conception est, qu'on le veuille ou non, héritière de la restauration des édifices antiques utilisés comme moyen pédagogique à la fin du XVIIIe siècle. Et ici, il s'agit toujours d'arriver à une sorte de vérité de l'édifice. Il s'agit toujours d'arriver à une sorte de vérité de l'édifice, même si l'histoire n'a pas permis à celle-ci de s'exprimer pleinement ou complètement. Vérité que, de son côté, conteste vigoureusement Ruskin, qui la qualifie de mensonge. Je ne vais pas ici commenter le projet de Rogent, qu'il a été bien des fois et que vous connaissez mieux que moi, mais relever une fois de plus que le rétablissement de la division de l'Église en 5 nefs, le rétablissement de la voûte en plein cintre et d'une coupole à la croisée, le projet d'une façade à 2 tours symétriques, à 2 tours, et un pignon orné de lésènes et d'arcatures, on l'a vu auparavant, ainsi que sans doute, l'élimination du porche devant la façade, c'était peut-être une première idée. Tout cela ne s'explique que si l'on considère cette nécessité du retour à l'origine par la restauration pour valider le témoignage architectural. Comme dans les grands chantiers français, les cathédrales de Paris, ou d'Amiens, ou d'autres, ou la restauration de Carcassonne, etc., 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 il s'agit de rendre le passé présent, et pas n'importe quel passé, celui qui permet de manifester la réalité et l'actualité de l'histoire nationale. Le projet de Rogent comporte aussi un projet de décoration intérieure important, bien que seulement esquissé. Il s'agit sûrement de sa part d'exprimer la destination religieuse du lieu de culte, mais aussi de proposer un édifice achevé dans toutes ses composantes. À cet égard, rapprocher du projet de Ripoll les commentaires qu'il fait sur la chapelle de la Vierge de Saint-Gervais ou sur le décor de Saint-Germain-des-Prés en 1855 me paraît tout à fait éclairant. Il y a dans les restaurations françaises de multiples exemples de ces décors. Comme cela est encore une fois bien connu, Elias Rogent accomplit un nouveau voyage en Allemagne et en Autriche, dont le prologue se joue à Paris
en 1869. Nous savons même qu'il achète personnellement, cette fois-là, le dictionnaire raisonné de Viollet-le-Duc, dont la parution des 10 volumes était alors récemment achevée. Mais il ne faut pas penser que Rogent ait attendu cette acquisition pour avoir accès au contenu de cet ouvrage. Je n'insiste pas sur la portée de cette œuvre qui influencera toute l'Europe et l'Amérique du Nord, pas plus que je n'insiste sur le nouveau silence dans les notes de Rogent sur les travaux de Notre-Dame de Paris. Pourtant, ceux-ci étaient enfin achevés. Voilà le dictionnaire, mais bon, hein, voilà. Enfin achevé, ça c'est la cathédrale que nous ne reverrons plus. Sans oublier la reconstitution des vitraux et des peintures murales dans les chapelles, dont la polychromie aurait pu le séduire. Vous savez que Viollet a non seulement reconstruit la rose sud, mais l'a fait tourner de 15 degrés pour une meilleure stabilité, et il a entièrement redécoré les chapelles de Notre-Dame de Paris par tout un ensemble de peintures murales dont la polychromie aurait pu séduire Rogent. Quoi qu'il en soit, il n'aura pas trouvé dans les écrits de Viollet-le-Duc de quoi changer le parti principal de son projet pour Ripoll. Plus que jamais, le projet qu'il reprend et qu'il modifie sur certains points importants après 1888, lorsque l'évêque Morgade se décide à entreprendre la restauration tant de fois différée, son projet correspond à l'état complet de la définition du dictionnaire, même si celui-ci ne sera pas mené à terme, en particulier le décor. Le seul changement notable est peut-être un approfondissement de la méthode. Pour résoudre certains problèmes, Rogent consulte une littérature archéologique qu'il cite, elle est parfois ancienne d'ailleurs, il y a des références des années 1830, et qui ne semble pas lui avoir été familière jusque-là. Il cite bien entendu le dictionnaire et surtout il réalise des visites d'édifices en rapport avec son projet, comme Saint-Michel de Couchat, qui est à la source de la nouvelle physionomie du clocher de Ripoll. L'architecte confesse en outre qu'il ne connaissait pas vraiment l'art catalan de l'époque romane lors du premier projet de 1865. Ironie de l'histoire, peut-être, le deuxième projet de Rogent est contemporain des premières remises en cause de la théorie Viollet-le-Ducienne, avec l'adoption à Rome, en 1883, par un congrès d'architectes italiens, de règles au sujet de la restauration promues par Camillo Boito. On y trouve l'influence des exigences morales de Ruskin, et la première des règles adoptées par les architectes italiens, ça devrait être en italien, mais j'ai traduit en français, c'est une paraphrase du texte de Diderot. Il vaut plutôt consolider que réparer, plutôt réparer que restaurer, etc. J'ai perdu mon... Je dois bien avouer, pour conclure cette présentation, qu'il m'est plutôt difficile, en tout cas pour le moment, de documenter une influence effective des idées, des expressions et des débats sur la restauration des édifices au XIXe siècle à propos des réalisations d'Elias Rogent à Ripoll. J'ai simplement essayé de mettre en parallèle l'évolution des idées et des pratiques. Bien entendu, on doit penser que ces débats, qui ont été actifs sous une forme ou sous une autre, ont pu avoir été connus de lui, bien que le domaine d'activité de la restauration proprement dite ne soit pas le sien. Appelé à dresser un projet pour Ripoll, certainement en raison de sa position prééminente dans les milieux de l'architecture catalane de la seconde moitié du XIXe siècle, et sans doute de son adhésion à la Renaissance, Rogent a produit un exercice caractéristique répondant parfaitement à la définition de Viollet-le-Duc et qu'on imagine que celui-ci aurait pu approuver. On rappellera cependant que cette conception de la restauration était, d'une certaine façon, issue des modes de pensée du néoclassicisme dans lesquels il avait été formé, alors qu'il était resté pour la plus grande partie de sa carrière étranger à la culture de l'architecture médiévale. Je vous remercie de votre attention.